Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck Atlan, je suis Franck Atlan de la Prépa Orlum. Vous êtes très nombreux ce soir pour ce premier live de la saison consacré au concours des écoles de commerce post-bac. Donc là, on va parler ce soir du concours Sésame, qui est un concours très populaire chez les jeunes terminales qui souhaitent poursuivre dans des écoles de commerce dites post-bac après leur terminale. Donc on a affaire à des étudiants souvent qui ont pris une spécialité en mathématiques, en SES, en HGGSP, enfin tout est possible lorsque l'on souhaite intégrer une des écoles du concours Sésame. Alors c'est bien entendu un concours qui est assez populaire aujourd'hui. Plus de 11 000 étudiants se sont portés candidats en 2023, donc en avril 2023, aux épreuves écrites du concours Sésame. Et grand est le nombre d'étudiants qui ont intégré une des 17 écoles du concours Sésame. Alors, vous avez ici des logos des écoles qui apparaissent en fait, hein. Vous avez donc par exemple le Schema, l'ESSEC. Alors l'ESSEC, c'est effectivement une école qui est souvent la plus demandée au concours Sésame. Et vous allez avoir ensuite des écoles comme l'EM Normandie qui font partie générale, enfin comme la Normandie, comme Schema, qui font partie quand même du top des meilleures écoles de commerce post-bac. Et on va avoir après d'autres écoles, quelques challengers qu'on appelle au concours Sésame, hein, donc des plus petites écoles, mais qui ont aussi leurs arguments à faire valoir parce qu'elles ont vraiment des choses à apporter à leurs étudiants qui ont une idée bien claire sur ce qu'ils veulent faire plus tard au niveau de leurs études. Alors, un petit mot sur moi, peut-être pour commencer. Moi, donc, je suis Franck Atlan, je dirige la prépa Orlum depuis maintenant 2006. C'est une prépa qui est leader en France aujourd'hui pour la préparation des concours des écoles de commerce post-bac. En 2023, on a préparé plus de 1300 étudiants au concours Accès et Sésame dans des groupes de 20 étudiants, donc des groupes limités, des groupes à taille humaine, qui permettent justement de pouvoir transmettre tout ce que nos professeurs ont accumulé comme savoir et comme méthode, comme astuce sur les différentes épreuves des concours. Alors, nous, quand on a découvert les nouveautés du concours Sésame, on était très contents parce que naturellement, tout n'est pas nouveau dans les épreuves écrites du concours Sésame. Il y a bien sûr des épreuves qui sont déjà bien connues de ceux qui ont passé des concours, le concours Sésame les années précédentes. Mais il y a quelques nouvelles épreuves qui mériteront qu'on s'y attarde un petit peu ce soir, parce que ce sont des épreuves qui sont tout à fait inédites, et nos professeurs planchent dessus depuis plusieurs mois déjà, et on commence déjà à entrevoir des astuces, des méthodes bien spécifiques à ces épreuves hors l'homme, et on a commencé déjà à les enseigner dans le cadre des stages de la Toussaint, qui ont eu lieu récemment. Là, d'ailleurs, on a terminé la semaine dernière les stages de la Toussaint. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui me regardent ce soir et qui m'ont eu en cours la semaine dernière. Et je vous dis bonsoir et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Alors, bon, bah, moi, j'ai fait l'ESSEC. J'ai fait l'ESSEC après une prépa HEC, donc il y a maintenant un certain nombre d'années, je ne vous dirai pas exactement combien d'années, mais ça fait longtemps, à une époque où les écoles de commerce post-bac n'étaient pas forcément très, très connues. C'était une époque où beaucoup d'étudiants de terminale faisaient une prépa HEC lorsqu'ils voulaient faire du commerce plus tard. Et c'est vrai que les écoles de commerce post-bac, avec l'IESEC pour le concours accès, le BBA de l'ESSEC, le M Normandie, le SCE, sont des écoles qui ont toujours existé. Enfin, beaucoup ont des dizaines d'années d'existence, mais il y a encore 20, 30 ans, elles étaient assez discrètes. Elles recrutaient un nombre d'étudiants qui était finalement assez limité parce que la mode était plutôt au prépa HEC, aux universités. Aujourd'hui, il faut savoir que le nombre de candidats aux écoles de commerce post-bac est supérieur au nombre d'étudiants en prépa HEC. Donc il y a une tendance de fond en France aujourd'hui vers justement ces études post-bac, hein, qui fait qu'on démarre l'apprentissage des disciplines dites business, hein, donc gestion, ressources humaines, marketing, digital, communication. On va les démarrer vraiment très tôt, dès la première année d'études. Et c'est vrai que ce qu'on aime en école post-bac, c'est l'idée qu'on va très vite être dans une ambiance professionnelle avec des stages dès la fin de la première année, puis encore un stage en fin de deuxième année, des échanges universitaires, de l'alternance qui peut apparaître aussi en master 1, master 2. Donc on va avoir généralement un parcours assez long qui va durer entre 3 et 5 ans selon qu'on fait un bachelor, une école en 4 ans ou une école en 5 ans. Donc l'ESSEC par exemple se fait en 4 ans, quand le M Normandie se fait en 5 ans. Et donc on va avoir, si vous voulez, à un moment donné, pléthore de possibilités. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se dire aujourd'hui que les étudiants ont compris qu'une école de commerce post-bac peut clairement suffire pour faire une très belle carrière en commerce et management. Et à Orlum, on accueille chaque année beaucoup d'étudiants qui hésitent entre la prépa HEC
et l'école de commerce post-bac. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément finir dans une école post-bac, mais c'est pour vous dire aussi que beaucoup d'élèves qui vont aller en prépa HEC imaginent un plan B en école post-bac et d'autres qui font un choix plan A. Moi, c'est l'IESEC, c'est l'ESSEC, c'est le Normandie, le SCE et rien d'autre. Et ça, c'est un choix que je respecte aussi aujourd'hui en tant que directeur parce que je crois vraiment que l'époque de la prépa HEC comme étant la voie royale pour faire du business aujourd'hui est révolue. Il y a même des filières aujourd'hui méconnues des étudiants de terminale, comme le BTS par exemple, qui peut être un tremplin formidable pour qui souhaitent poursuivre en bachelor puis en master. Le BTS Commerce International, le BTS GPME, le BTS Communication sont des BTS aujourd'hui très prisés par les étudiants de terminale parce que ça peut être aussi une passerelle. Donc en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la prépa HEC n'est plus obligatoire. Donc moi, j'ai fait une prépa HEC, tant mieux, je suis content. J'ai fait l'ESSEC derrière, je suis encore plus content. C'est une très très bonne école. Mais bon, voilà, il y a un moment donné où je crois que lorsque vous faites le choix d'études post-bac en business, eh bien, vous devez aujourd'hui mettre sur la table plusieurs options, dont la prépa HEC, pourquoi pas. L'université, ça dépend laquelle. Les écoles de commerce post-bac, bah, bien évidemment, on va en parler ce soir. Et pourquoi pas aussi les BTS et les BUT. Donc ça, c'était un petit mot sur moi. Mis à part ça, quoi vous dire d'autre? J'enseigne les maths et la logique à Orlum dans le cadre des stages intensifs de préparation au concours SSC Sésame. Et je suis également le directeur d'Orlum. Donc c'est un grand groupe aujourd'hui avec un pôle concours numéro 1 en France et un pôle BTS numéro 1 en France enfin aussi. Hein. Nous avons 19 filières de BTS à Orlum et plus de 2300 étudiants, dont une bonne partie en alternance dès la première année de BTS. À présent, je vais vous parler justement des épreuves du concours Sésame. Alors, le concours Sésame, vous avez bien sûr les écrits et vous avez après les oraux. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Pour ce qui est des écrits, eh bien, vous avez pas moins de 7 épreuves qui sont prévues au concours Sésame. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que le concours Access, pour ceux qui le savent peut-être déjà, ne comporte que 3 épreuves. Hein. Donc, on a 3 épreuves au concours Access, on en a 7 au concours Sésame. C'est énorme. Mais c'est un choix que je salue en tant que directeur, en tant que professeur, en tant que membre de jury moi-même. Eh bien, je le salue parce que je trouve que ça permet quand même d'évaluer une palette assez large de compétences. Et cette palette large de compétences permet quelque part à tous les candidats de pouvoir exprimer leur plein potentiel. Ça veut dire qu'on va avoir du français qui va favoriser ceux qui aiment plutôt les lettres, ceux qui aiment écrire, ceux qui aiment lire. On va avoir des compétences digitales pour les geeks qui sommeillent en vous. On va avoir des mathématiques pour ceux qui aiment les maths, qui aiment la physique. On va aussi avoir des enjeux contemporains pour ceux qui sont des mordus d'actualité. Et c'est vrai que cette palette permet quelque part de lisser le niveau de difficulté. Ça veut dire que quelque part, chacun peut avoir sa chance. Le problème, c'est qu'il va falloir être bon quasiment dans tout si on veut vraiment réussir à être ce qu'on appelle admissible. Parce que les épreuves écrites ne sont qu'une partie du concours. La grosse partie qui vous attendra, ce sera la phase d'admissibilité quand vous serez quelque part autorisé, invité à passer les épreuves orales. Et là, vous devrez passer un entretien de motivation et de personnalité ainsi qu'une épreuve orale d'anglais. Alors revenons un petit peu aux épreuves écrites du concours Sésame. On a affaire à 7 épreuves, comme je vous le disais, avec des coefficients qui vont être très différents selon les écoles auxquelles vous postulez. Si je prends l'exemple de l'ESSEC, on va avoir un coefficient de 14 pour une seule épreuve, qui est l'épreuve de mathématiques. C'est énorme, c'est presque la moitié des coefficients qu'on peut avoir aux écrits. C'est un coefficient qui est quelque part très important, qui va être un peu rédhibitoire à un moment donné si on rate l'épreuve. Et donc, il va falloir que vous analysiez aussi un petit peu les coefficients qu'il y a pour chaque école, afin que vous sachiez un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Un petit point avant de parler des épreuves écrites. Alors, je sais que je vais vous dire beaucoup de choses ce soir, j'ai plein de choses à vous dire. Pour ce qui est des épreuves écrites, il faut savoir que Sésame, comme Access d'ailleurs, introduit ce qu'on appelle l'examen du dossier de scolaire de l'étudiant de terminale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le cas de l'ESSEC, qui est un cas important, parce que l'ESSEC, comme vous savez sûrement, c'est la numéro 1 du concours Sésame en termes de sélectivité, en termes d'attractivité. Hein. Beaucoup d'étudiants veulent entrer à l'ESSEC. Typiquement, sachez qu'au niveau des épreuves écrites, eh bien, il va y avoir 50% des coefficients consacrés au dossier scolaire de l'étudiant
Et les autres 50%, ce sont les fameuses 7 épreuves écrites. Alors, pour ce qui est du dossier scolaire, il va falloir que vous soyez très attentifs à ce que je vais vous dire maintenant. Beaucoup d'étudiants qui rêvent d'intégrer l'ESSEC, et je vous comprends, c'est une super école, sous-estiment l'importance du dossier scolaire. Ça ne veut pas dire que euh, si j'ai de très bonnes notes aux épreuves écrites et un dossier scolaire moyen, je ne vais pas y arriver. Mais la réalité, c'est que l'ESSEC a fait le choix, avec 50% des coefficients qui sont consacrés au dossier scolaire, ils ont fait le choix de sélectionner vraiment des très bons profils de base en terminale. Alors ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des étudiants qui vont tous être à 16, 17 de moyenne. Mais il y a un moment donné où ils vont quand même faire très attention à prendre des étudiants qui ont un bon dossier scolaire. Et donc, moi, ce que je dis à tous mes élèves, en tout cas pour ceux qui rêvent d'intégrer l'ESSEC, moi, je leur dis attention, les gars, à un moment donné, vous allez devoir sécuriser votre dossier scolaire de terminale, parce que c'est bien sûr l'année de terminale qui est la plus regardée par les jurys d'admission. Et au lieu de commencer à vous angoisser dès maintenant à préparer du français, des maths, des enjeux contemporains, des compétences digitales, de l'anglais, concentrez-vous en novembre et décembre prioritairement sur votre année de terminale. Parce que si vous n'avez pas de bonnes notes à la fin du trimestre qui nous concerne cette année, eh bien, vous avez des chances qui vont être forcément amoindries de réussir à intégrer l'ESSEC. Alors, moi, ce que je dis à mes élèves souvent, c'est bien beau de réussir les épreuves écrites, mais si votre dossier n'est pas à la hauteur, s'il n'est pas au rendez-vous, si vos professeurs n'ont pas mis une bonne appréciation sur votre bulletin, parce que votre prof comment dire, vous le snobez un petit peu, vous n'avez pas trop le voir, vous n'êtes pas trop devant en classe, vous ne levez pas trop la main, vous ne participez pas trop, vous n'étonnez pas après qu'ils mettent une appréciation complètement bateau au niveau du dossier. Or, vous recherchez la meilleure appréciation, vous recherchez les meilleures notes. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que si on vise l'ESSEC, on doit toujours garder à l'esprit à un moment donné que le dossier scolaire compte et qu'il va falloir vraiment mettre beaucoup d'énergie et je compte sur vous pour travailler dur là, en novembre, en décembre. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On va travailler dur pour aller chercher la bonne note au futur DS. On va chercher la bonne note au futur bac blanc. Comme ça, on sécurise le dossier, on fait le maximum et après, on cartonne les épreuves écrites et là, on sera admissible à l'ESSEC. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a que l'ESSEC qui a mis 50% des coefficients au niveau du dossier. Les autres écoles, on est plutôt 10, 15, 20%. Et donc 90, 85, 90% pour les fameuses 7 épreuves écrites. Là, on a affaire à des écoles qui se disent, le dossier c'est bien, mais bon, on ne va pas non plus tout miser sur le dossier scolaire de l'étudiant. On va investir dans la capacité de l'étudiant à bien réussir ses épreuves écrites, autrement dit, à bien préparer le concours Sésame. Donc, hormis l'ESSEC qui a mis un chaos technique à beaucoup d'élèves en leur disant attention les gars, vous avez intérêt à réussir votre année de terminale, sinon vos chances d'intégrer l'ESSEC, ça va être dur. Les autres écoles sont beaucoup plus cool, sont beaucoup plus cool et elles vont avoir un pourcentage consacré au dossier finalement qui est assez faible. Donc ça, il faut vraiment vous aller sur le site du concours Sésame, vous téléchargez les coefficients et pour chaque école qui vous intéresse, voyez un petit peu le pourcentage consacré au dossier de candidature. Alors, on va à présent présenter les épreuves du concours Sésame. Peut-être juste un petit peu avant. On va avoir effectivement ici une première grande épreuve qui s'appelle Comprendre. C'est une épreuve qui est composée de... Donnez-moi une seconde, je vais juste chercher un petit stylo. Donc, on va avoir ici, ne bougez pas, hop, voilà, on va avoir ici, donc, nos 3 premières épreuves qui sont là. Et là, on va avoir en fait 3 épreuves qui vont se suivre. Elles vont se suivre et on va avoir enjeux contemporains, mathématiques et compétences digitales. Comme vous le voyez ici, vous avez 40 questions en enjeux contemporains, 20 questions en mathématiques et 20 questions en compétences digitales. Ça fait au total 80 QCM. C'est pas rien, hein, c'est quand même costaud. Pour un temps maximum, regardez bien, de 30 plus 40 plus 20, on dirait qu'on fait du calcul, on est ici à 1 h 30, à 1 h 30 d'épreuve. Donc l'épreuve, écoutez bien, elle dure 1 h 30. Elle dure 1 h 30 et vous allez avoir pour chaque sous-partie, pour chacune des 3 épreuves de la grande partie qui s'appelle comprendre, vous allez avoir
1h30 pour tout gérer. Et donc là, on va avoir 30 minutes maximum pour enjeux contemporains, 40 minutes maximum pour mathématiques et 20 maximum pour compétences digitales. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle de maximum. Ça veut dire quoi, maximum? Bien, ça veut dire tout simplement que si vous terminez l'épreuve d'enjeux contemporains au bout de 23 minutes, vous libérez 7 minutes pour les maths ou 7 minutes pour les compétences digitales. Et donc, vous allez gérer votre temps un peu comme vous voulez, mais l'idée, c'est que vous n'aurez que 30 minutes maximum pour l'enjeu contemporain, 40 minutes maximum pour les maths et 20 minutes maximum pour les compétences digitales. Et on voit bien d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a 40 questions pour 30 minutes et moins d'1 minute par question pour les enjeux contemporains, alors qu'en mathématiques, on va avoir en moyenne 2 minutes par question et 1 minute par question en compétences digitales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en enjeu contemporain, ça va aller très très vite. Je sais, je ne sais pas. En mathématiques, il y a plus de raisonnement. On vous demande 2 minutes en moyenne par exercice. Et enfin, pour ce qui est des compétences digitales, c'est entre les deux, c'est 1 minute en moyenne par question. Après, vous allez avoir une pause ici. Petite pause le jour J. La petite pause, hein, on est sur ordinateur, bien sûr. Hein. On est sur ordinateur. Alors, commencez pas à vous angoisser. Hein, il n'y a pas du tout de problème de triche au concours Sésame. Parce que quand quelqu'un travaille sur le genre contemporain, quelqu'un d'autre travaille sur une question. Quand moi, je travaille sur une autre, si par exemple en maths, ma première question à moi en tant qu'élève, c'est des pourcentages pour un autre élève qui va travailler dans une maison à côté, ça va être une question sur des moyennes. Donc, il n'y a aucun risque que les étudiants se partagent de l'information durant le concours blanc. Et une bonne nouvelle aussi pour ceux qui pensent qu'il y a de la triche, il n'y a pas de triche du tout, parce que quand on valide sa réponse, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui vous dit, au fait, tu sais, il fallait répondre la réponse B. Ah mince, je reviens en arrière, je fais attention. Non, non, il n'y a pas de triche possible, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc là, on fait une pause et on passe à communiquer. Alors, c'est quoi communiquer? C'est 3 épreuves. Du français, de l'anglais et une autre langue. Alors là, on a le choix. Hein. On a de l'italien, on a de l'espagnol, de l'allemand, de l'arabe, de l'hébreu, du chinois. On a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et là, on va avoir généralement un coefficient assez faible pour la deuxième langue. Donc, pas de panique, surtout. Alors ça, c'est très important. Je vous en supplie. Ceux qui sont en panique par rapport à la LV2, parce que vous vous dites, la LV2, j'en fais plus. La LV2, j'ai arrêté en première. La LV2, j'ai jamais rien travaillé parce que je m'en tape de la LV2. C'est pas grave. Vous allez travailler dur. D'ailleurs, nous, à Orlum, tous nos élèves qui font de l'allemand, qui font de l'espagnol, de l'italien, ou peu importe la langue, on leur met à disposition plein d'annales de QCM, plein de contenus créés par nos professeurs qui sont de très loin les meilleurs pédagogues sur le sujet. Et quand ils taffent, quand ils travaillent dur leur QCM, généralement, ils cartonnent. Ils visent tous des 16, 17 minimum en LV2. Bon, en tout cas, c'est un petit coefficient. L'anglais et le français, 2 épreuves très importantes qui vont super vite. Regardez bien. 40 questions pour le français, 40 questions pour l'anglais, à chaque fois 30 minutes maximum. Là encore, si on est très bon en français, on va pouvoir aller vite et gagner un peu de temps pour l'anglais et après gagner encore un peu de temps pour éventuellement la LV2. Donc moi, je pense que c'est très intéressant ce qu'ils ont fait ici, Sésame, de pouvoir laisser la possibilité aux étudiants de gérer un peu leur temps comme ils veulent. Et quelque part, ça peut être intéressant de terminer une épreuve au bout de peut-être 20 minutes quand elle dure 30. Comme ça, je libère 10 minutes que je réutilise pour une épreuve où je suis plus en difficulté. Mais ça, il faudra faire attention. Il ne faudra pas trop s'amuser non plus à prendre de risques à un moment donné. Et je crois qu'il faudra essayer d'avancer comme ça. Ensuite, on va avoir analysé. Dernière épreuve. Et celle-là, c'est une épreuve évidemment qui est tout à fait originale. Personne n'a jamais vu de sa vie. De toute façon, c'est normal que vous ne connaissiez pas ces épreuves. Ce sont des épreuves que personne ne connaît vraiment, en fait, ici, à un moment donné. On a affaire à des épreuves qui sont nouvelles pour les candidats. Et c'est pour ça qu'on a plus de 1300 étudiants qui nous font confiance chaque année, qui viennent à Orlum. On a des dizaines de groupes qui viennent chaque année, justement pour se préparer à ces épreuves nouvelles, que nous, on a la chance de bien connaître. Ça fait maintenant plus de 15 ans. Ça va faire 17 ans cette année qu'on prépare à ces concours. Et c'est vrai qu'on a acquis une très belle expérience sur le sujet. Et c'est nouveau, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, analyser, dernière épreuve, 20 questions, 2 heures. Alors pourquoi 20 questions, 2 heures? Tout simplement parce qu'on a affaire à un corpus de textes ici. Vous allez avoir des textes sur un thème.
Ça peut être par exemple le climat, ça peut être, je ne sais pas moi, la précarité en France, des questions qui touchent à l'obésité, peu importe, il y a les couleurs, il y a une thématique qui va être abordée avec plusieurs textes, plusieurs avis, et vous aurez un QCM qui vous permettra justement de bien montrer que vous avez compris hein, les textes, vous avez réussi à confronter les différents avis des auteurs, vous avez réussi à trouver un tir même à l'ensemble du corpus qui vous a été proposé, un résumé même en quelques phrases du corpus qui vous a été proposé, mais c'est un QCM, là encore, on va cocher la réponse A, B, C et D. Alors, point très important, avant de commencer un petit peu à jouer avec les épreuves, on va avoir en fait quelque chose de très intéressant, c'est la notation au concours Sésame. Alors moi, je vais vous dire ce qu'on dit à nos élèves ici à Orlum, hein. On leur dit un truc, c'est qu'au concours blanc Sésame, s'ils ont le malheur de ne pas répondre à une question, on leur met 0 à toutes les épreuves. Voilà, c'est fini pour eux. Alors, je peux vous dire, ça les calme, ils sont un peu en stress. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est très simple le concours Sésame. Ou j'ai bon et j'ai un point, ou j'ai faux et j'ai 0. Et donc, quand vous ne répondez pas, bah, vous avez 0 aussi. Alors, à votre avis, on fait quoi quand c'est comme ça? On répond à tout. Parce que même si je ne sais pas répondre à une question à un moment donné, à la fin des preuves, je coche tout, même si je mets au hasard. Au pire, à la fin, je mets que des A, je mets que des B, je mets que des C ou que des D, faites ce que vous voulez. Si vous êtes un fétichiste du C, mettez le C. Si vous aimez le D, mettez le D. Mais il y a un moment donné où ce serait quand même dommage de passer à côté de 2, 3 réponses gratos répondues au hasard, qui sont parfois ces petites questions qui vont faire que vous allez être admissible. Parce que des fois, j'ai des élèves qui, chaque année, viennent nous voir un petit peu en stress. Et franchement, je suis dégoûté, j'ai été admissible partout, mais pas dans cette école-là. Et on se rend compte que finalement, ils y étaient presque. Ça se jouait à peine 1, 2 questions. Donc l'idée, en fait, c'est la suivante. C'est qu'il n'y a pas de point négatif si on répond faux. Donc, vous devez toujours répondre au concours Sésame. Ceux qui laissent une question sans réponse, pour moi, ils n'ont rien compris au concours et n'y allez pas. Parce qu'à un moment donné, ça va se jouer parfois à 2, 3, 4 questions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc ça, c'est la partie où on présente l'ensemble des blocs d'épreuves avec ces fameuses 7 épreuves qui sont proposées. Alors, ensuite, je vais peut-être fermer ça, donnez-moi une seconde. Voilà, super. On a donc comprendre, hein, donc comme vous savez, 40 questions, 30 minutes. Alors en jeu contemporain, je vous ai mis une petite question, je suis plutôt sympa. Je vous ai mis une question voilà, qu'on a posée récemment au concours blanc de la Toussaint à Orlum. C'est une question souvent longue en enjeu contemporain. C'est ça qui n'est pas cool finalement, c'est qu'en enjeu contemporain, on va avoir souvent une question qui est assez longue finalement et qui n'est pas toujours facile. Alors vous savez, en enjeu contemporain, il y a du bon sens, mais il y a aussi du savoir. Il faut aussi, à un moment donné, acquérir beaucoup, beaucoup de savoir. Alors, un conseil parmi tant qu'on donne à l'école, à la prépa à Orlum, c'est bien entendu d'avoir ce qu'on appelle des fiches d'actualité. Vous devez chaque mois essayer de véritablement être dans une liste de toutes les actus que vous êtes à un moment donné amené à lire, à entendre. Et je pense que c'est vraiment important que vous soyez toujours là à vous dire, voilà, décembre 2023, qu'est-ce qui se passe? Novembre 2023, qu'est-ce qui se passe? Avec des faits, des chiffres. Donc cette question-là, je ne sais pas si vous avez la réponse. Voilà, je vous laisse la lire, hein. Donc, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, hein, le fameux GIEC, a publié en 2023 son 6e rapport d'évaluation. Ces travaux s'intéressent aux effets et aux vulnérabilités de la crise climatique. Combien de personnes dans le monde sont-elles considérées comme vulnérables au changement climatique? Bon, c'est bien de l'avoir lu. Après, naturellement, on peut aussi jouer un petit peu la carte quand même du bon sens. On peut aussi se souvenir que régulièrement, on nous dit, lorsqu'on parle de climat, qu'aujourd'hui, la moitié de la planète quasiment hein, est affectée par un sujet climatique, hein, soit la fonte des glaces, soit un problème de couche d'ozone qui fait qu'on a des zones très arides et très chaudes aujourd'hui. Et la réalité, ben, c'est que vous allez voir la bonne réponse, j'espère que vous avez eu bon. Alors non, je pense que c'est la réponse B. C'est pas grave. Donc, on oublie que le rose, on revient à celle d'avant. Donc, c'est la réponse B, entre 3,3 et 3,6 milliards. Pour être exact, hein, c'est plutôt 3,50 et quelques milliards. C'est à peu près la moitié de la population. On continue. Comprendre. Les mathématiques. Alors, les mathématiques, souvenez-vous,
on a affaire à 20 QCM avec 40 minutes maximum. Là, il faut être bon en calcul. Alors, commencez pas à croire qu'il faut avoir fait une spé maths. J'ai souvent la question qui est posée par les élèves, hein, notamment à Aaron au téléphone, souvent qui va conseiller beaucoup de parents, beaucoup d'étudiants sur leur orientation, sur leur choix de stage. Donc, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà Aaron. La question qui se pose, c'est mon fils n'a pas pris spé maths cette année, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux l'inscrire à Sésame? Est-ce qu'il a des chances de réussir cette épreuve de mathématiques qui pèse très lourd, hein, que ce soit à l'ESSEC, à l'EM Normandie? Et donc, il y a un moment donné, on va avoir effectivement besoin de garder à l'esprit que beaucoup d'étudiants vont se brider et dire qu'ils ne vont pas passer le concours Sésame, alors qu'en vérité, il n'y a aucune raison de ne pas le passer. Aucune raison de ne pas le passer. Et concrètement, on va avoir besoin de se rassurer sur l'idée que même si vous ne faites pas de spé maths, vous avez toutes vos chances de réussir le calcul mathématique au concours Sésame, car on va avoir affaire à des épreuves qui s'appuient majoritairement sur du niveau troisième, du niveau un peu seconde et un tout petit peu un niveau de fin de seconde, début première. Donc vraiment, ceux qui font spé maths, c'est super quand on prépare le concours Access, ça n'a pas trop d'intérêt quand on prépare le concours Sésame. En tout cas, il faut être bon en calcul. Ça veut dire qu'il va falloir réviser une tonne de notions. Et je peux vous dire que nos étudiants qui sont déjà inscrits à des stages de Noël, même ceux qui sont inscrits en février, là, pour les stages de février, ils sont vraiment au taquet. Ils travaillent les moyennes, les pourcentages, ils sont en train de réviser les nombres premiers. J'en ai même des étudiants qui ont appris leur nombre premier jusqu'à 101. Ils connaissent leur carré par cœur, leur cube par cœur. Alors pourquoi par cœur? Parce que vous n'aurez pas le droit à la calculatrice au concours Sésame. Vous n'y aurez pas le droit. Et ça, c'est un fait très important. C'est une donnée très importante à prendre en considération. Vous n'aurez pas le droit à la calculatrice au concours Sésame. Donc, il faut apprendre cette multiplication, il faut apprendre ses carrés, il faut apprendre ses cubes. Donc, le carré de 17, par exemple, qui vaut 289, le cube de 7, qui vaut 343. Ce sont des choses qu'il faut apprendre par cœur pour réussir le concours Sésame. Et ceux qui ne font pas cet effort de réactiver leurs connaissances en calcul, en moyenne, en pourcentage, le volume d'une sphère, le volume d'un cylindre, le volume d'un cône, le volume d'un parallélépipède, la surface d'un trapèze, la surface d'un cercle, Thalès, Pythagore, tout ça, il faut le réactiver. C'est niveau quatrième, troisième, seconde, un peu de première, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez réussir les mathématiques qui sont très souvent créditées d'un très gros coefficient à chacune des écoles du concours Sésame. Alors, une petite question pour s'amuser. Vous avez déjà eu le temps de l'avoir peut-être ou pas. Si x vaut 40% de y, combien vaut y en pourcentage de x? Alors, je ne sais pas si vous êtes à la maison ou pas. On va la corriger ensemble, vous allez voir. C'est très intéressant. Alors, on va avoir ici, hop, on va avoir besoin d'écrire une chose. C'est x égale à 0,4 fois y. Parce que 40%, c'est quoi? C'est 0,4, bien sûr. Et bien maintenant, on veut y en fonction de x. Alors, y, c'est quoi? Y, ça va être donc x divisé par 0,4. Ce qui s'écrit aussi x, ou plutôt, oui, ça marche comme ça aussi, fois 1 divisé par 0,4. Et c'est quoi 1 divisé par 0,4? Eh bien, 1 divisé par 0,4, on veut le mettre en pourcentage, que la question c'est y en pourcentage de x. Y en pourcentage de x. Eh bien, c'est quoi 1 sur 0,4? C'est 10 sur 4, hein, j'ai multiplié en haut et en bas par 10, tout simplement. Et 10 sur 4, c'est 2,5. Et c'est quoi 2,5? Eh bien, c'est 250%. C'est donc la réponse ici A. La réponse A. Donc, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Mais si vous ne savez pas manipuler à un moment donné une fraction, une équation, si vous avez du mal à vous dire que 1 sur 0,4, c'est 10 sur 4, 2,5, 250%, vous êtes embêté. Alors, comment je suis passé de 2,5 à 250%? En multipliant par 100, bien sûr. N'importe quel nombre peut être en pourcentage dès lors que vous multipliez par 100. Donc, 1, c'est 1 fois 100, 100%. 0,2, c'est 0,2 fois 100, 20%. 0,33, c'est 33%. 1,01,
c'est 101%. Donc voilà, on veut tester simplement ici votre capacité à bien manipuler en fait des équations, à bien écrire que 40% c'est 0,4 et à travailler sur une petite transformation nombre en pourcentage. Question suivante. Hop, on avance. Et là, on a une autre question, plus longue. Je vous laisse la lire. Un jeu de hasard, vous allez voir, elle est très intéressante, consiste à choisir un numéro avant de procéder à un tirage. Si le numéro sort, le joueur gagne 12 euros. S'il ne sort pas, le joueur perd 8 euros. Plutôt un bon jeu. Un joueur joue 30 fois de suite. Il se rend compte qu'il possède alors la même somme qu'au départ. Ça veut dire qu'il a quelque part autant gagné que perdu, si on essaie de comprendre un peu l'exercice. Parce qu'au départ, il arrive avec 100 euros. À la fin, il repart du jeu avec 100 euros dans la poche. En français, ça veut dire quoi? Qu'il n'a ni gagné ni perdu. D'argent, en tout cas. Et la question qui se pose maintenant, c'est combien de paris a-t-il gagné? Combien de paris a-t-il gagné? Et là, en fait, pour cette question qui est là, hop, pour cette question qui est là, je vous laisse réfléchir un petit peu. Hein. Essayez de voir si vous posez une équation, si vous faites quelque chose. Merci. Alors, hop. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à la question? OK. Bah, ce coup-ci, je ne vais rien écrire au tableau, hein, tout simplement. Vous allez voir qu'on peut faire de tête sur une question comme ça. Alors, je reste quand même sur le tableau, parce que je pense que c'est important que vous voyez plus le tableau que mon visage, là, pour le coup. On a affaire ici à une question qui demande à ce qu'on teste les réponses. Et voyez ce que je vais faire dans ma tête. C'est très simple. Imaginons que je teste la réponse C, 14. 14, ça veut dire quoi? Qu'il a gagné 14 paris. Autrement dit, il a gagné 14 fois 12. 14 fois 12, c'est quoi? C'est 14 fois 10, 140. 14 fois 2, 28. 140 plus 28, 168 euros. Donc, ça veut dire qu'il a gagné 168 euros. Or, s'il a gagné la réponse C, 14 parties, il en a perdu forcément 16, parce qu'il y a 30 parties qu'il joue. Et s'il perd 16 parties, ça veut dire qu'il perd 16 fois 8. 16 fois 8, ça vaut 10 fois 8, 80. 6 fois 8, 48. 80 plus 48, 128 euros. Donc souvenez-vous, en jouant 14 parties, il gagne 168, mais il perd 128. Donc il a gagné 40 euros. Et pourtant, à la fin, on me dit combien de paris a-t-il gagné, sachant qu'à la fin, il a la même somme d'argent. Donc ça ne va pas la réponse C. Il gagne trop d'argent. Et donc, on va tester la réponse A maintenant, qui est plus petite. 12. Si je gagne 12 paris, j'en perds 18. Donc je joue 30 fois. Quand je gagne 12 paris, ça fait 12 fois 12, 144. C'est un classique, on connaît ces carrés. Et je perds 18 fois 8, 144. Donc pour résumer, j'ai gagné 144 euros, j'ai perdu 144 euros, et donc maintenant, j'ai bien 0 euros à la fin de mon jeu. Et donc, je suis bien reparti avec la même somme que j'avais au départ, vu que je n'ai ni gagné ni perdu. On continue. Hop. Voilà, on passe maintenant aux compétences digitales. Un exemple de question, vous allez voir que c'est un sujet assez vous allez voir que c'est un sujet qui est tout à fait nouveau pour les élèves. Nous, c'est un sujet qu'on connaît bien à Orlom. On a la chance d'avoir des étudiants qui préparent cette épreuve-là dans d'autres concours. Donc, on a effectivement pour cette épreuve-là beaucoup de sujets qui sont abordés. Donc, si je reprends le site du concours Sésame, hein, ça parle d'information et données. Donc, beaucoup de recherche, traitement de données, la communication, la collaboration, hein, donc tout ce qui est interaction dans le numérique. Hein. On va avoir de la création de contenu, on va avoir de la protection et de la sécurité et de l'environnement numérique.
C'est beaucoup de questions de bon sens, mais alors là, on a fait le pari d'élever un peu le niveau. Nos professeurs ont vraiment préparé un programme assez costaud, qui est très intéressant, un peu geek, mais qui permet en tout cas, à un moment donné, d'avoir quand même une bonne connaissance des sujets qui sont abordés dans le cadre des compétences digitales. Alors pour cette question-là, qu'est-ce qu'un intrapreneur dans le contexte professionnel? Je répète, qu'est-ce qu'un intrapreneur dans le contexte professionnel? Bon, ben, c'est bien sûr la réponse B, un employé d'une entreprise qui développe des projets innovants au sein de l'entreprise. Hein. Ça vient de intra, qui veut dire à l'intérieur, intrapreneur. Donc ça veut dire qu'il va entreprendre à l'intérieur de l'entreprise. Une des startups les plus connues au monde qui a mis ça en place, c'est Google, qui dans les années 2000 a mis en place un système où tous les employés avaient le droit de prendre un cinquième de leur temps pour développer un projet qui était un projet personnel. Et on a vu naître comme ça dans ces projets-là. On a vu naître par exemple Gmail, que vous connaissez tous, je pense aujourd'hui. On a vu naître aussi Google Doc, qui a été un projet développé par des collaborateurs dans l'entreprise eux-mêmes. Ils sont partis voir leur boss, leur patron, et leur ont dit, attends, j'ai développé un super Gmail, j'aimerais bien avoir quelque part dans la société. Et ils ont pu développer comme ça, de façon entrepreneuriale, mais dans l'entreprise. Ils ont développé leur propre entreprise quelque part. On continue avec le français. Alors le français, c'est une épreuve qui généralement fait un petit peu peur parce qu'on a beaucoup de rappels de vocabulaire, de grammaire, d'orthographe, pas mal de synonymies aussi. Et c'est une épreuve qui va être un petit peu appréhendée parce que, il faut être bon en conjugaison, il faut être bon en accord. Voilà, si je vous dis par exemple, les filles se sont succédées au poste de, succéder, ça ne prend pas de S. 500, est-ce que je mets un S500 ou pas? Donc il y a plein de possibilités, en fait, plein de cas qui vont être à un moment donné des cas qui vont être étudiés, notamment à Orlum. Et donc je repasse pour le coup à la question. Et là, on va avoir dans le tableau besoin de voir un petit peu la question qui est posée ici, parce que c'est une question finalement assez classique, avec un mot manquant. Donc là, c'est plutôt une question de vocabulaire, une question de compréhension de vocabulaire. Et là, on va la lire ensemble. Quelle proposition complète la phrase de la manière la plus adéquate? François est un manager qui connaît un grand succès dans son entreprise. Il n'y a pas un seul de ses collaborateurs qui remette en cause son leadership. Autrement dit, il s'agit d'un management de type coercitif, réponse A, consensuel, réponse B, conciliaire, réponse C, consistorial, réponse D. Je vous laisse 5 ou 6 secondes pour réfléchir. Allez, 10 secondes, je suis sympa. Alors, c'est bien sûr la réponse B ici, consensuelle. Pourquoi? Ça vient du mot consensus. Le consensus, c'est ce moment en fait où tout le monde est d'accord, où il n'y a pas de remise en question. Quand on est dans une situation de consensus, ça veut dire que personne ne remet en cause les décisions des uns et des autres. On a trouvé un terrain d'accord. Alors, coercitif, pour ceux qui pensent que c'est la réponse A, c'est bien entendu pas ça. Coercitif, c'est souvent très négatif. La coercitif, ça veut dire de façon autoritaire, de façon imposée. Un management coercitif, c'est quand on impose des choses sans même prendre le temps de dire pourquoi on le fait, sans même prendre le temps de dire pour quand le faire, c'est je le veux, et basta, tu te débrouilles, et c'est comme ça. Donc, c'est pas ce qui se passe ici naturellement. Après, on va voir le conciliaire. Le conciliaire, c'est bien du mot concile. Un concile, c'est une réunion des hautes autorités de l'Église. Donc, on va avoir des conciles qui sont des réunions, généralement qui ont lieu au Vatican, et donc ils vont réunir des grandes autorités de la chrétienté. Consistorial, c'est un terme qui a été créé dans les années 1800 par Napoléon. Il a créé le consistoire juif et protestant, qui sont des organisations en fait qui permettent de travailler de concert avec ces communautés. Ensuite, on va avoir un deuxième exercice qui est un exo d'orthographe et un peu de grammaire. Et là, il faut trouver le nombre de fautes d'orthographe. On lui montre la consigne, mais on s'en fiche un petit peu. La consigne, c'est trouver le nombre de fautes d'orthographe ou de grammaire. Alors, on va le faire ensemble. Astrologue confirmé, exerce dans le quartier depuis 4 ans. Bien entendu, 4 pose problème ici. 4, il n'y a pas de S à 4. On va avoir ici un cardinal, évidemment, qui ne va pas prendre de pluriel. Donc, ça fait déjà une faute. Très à l'écoute,
Je suis un travailleur chevronné. Chevronné, ça vient de chevron. Vous savez, un chevron, c'est ce qu'on met quand on est militaire, par exemple, sur l'épaule ici. C'est un, deux, trois chevrons. C'est une marque d'expérience. Quelqu'un qui est chevronné, c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience. Donc les militaires ont des chevrons, hein. Quand j'ai un chevron, je suis un peu expérimenté, deux, trois, et ainsi de suite. D'ailleurs, la marque au chevron, c'est la marque Renault, pour ceux qui la connaissent. C'est une marque avec des chevrons qui montre, qui véhicule l'idée que c'est une marque d'automobile qui est expérimentée, qui a de l'expérience. Ça fait des années, des années, des années qu'on fait des voitures, on expérimente. Alors, passion, à la fin, il y a un N. Passionné, il y a deux N. Chevron, bah, chevronné, deux N. Ça fait deux fautes ici, chevronné, deux N. Et je ne laisse aucune personne quitter. Quitter, c'est ER, bien sûr. Hein, on peut remplacer quitter par prendre. Je ne laisse aucune personne prendre. Donc, il faut un infinitif. Quitter ER. Mon établissement, sans croire, un grand classique, le sans, bien entendu, c'est un homonyme. Hein. Donc, sans, c'est S-A-N-S, sans croire à mes méthodes. Ça fait quatre fautes. C'est la réponse, bien sûr, des quatre. On continue avec de l'anglais. Alors, l'anglais, on va avoir une question ici où on a du vocabulaire et surtout de la grammaire. Hein. It's high time we had a break. Parce qu'en fait, en français, on dit quoi? On dit il est temps, il est grand temps que nous ayons une pause. Il est grand temps que nous ayons une pause, ou que nous fassions une pause. Hein. Et donc là, on a tendance à croire qu'en français, on va dire It's high time we have a break. Mais en anglais, la construction idiomatique, c'est It's high time we had a break. Il traduit aussi ici le subjonctif. Hein. Il est grand temps que nous ayons. Le subjonctif appelle le passé ici en anglais. I can't stand the hate any longer. Donc là, je ne peux pas supporter. Donc ça, c'est vraiment to stand. Ça veut dire supporter. I can't stand this person. Je ne peux pas la supporter. I can't stand having my dinner late at night. Je ne supporte pas d'avoir mon dîner, de manger le soir trop tard. Et donc, on va avoir cette construction idiomatique qui veut dire je ne supporte pas, je n'accepte pas. I can't stand. Donc, c'est bien sûr ici la réponse D. Allez, on avance. Communiquer, bon, j'ai pas eu le courage de vous faire de l'espagnol, du chinois et de l'arabe ce soir. On avance. Là non plus, les documentaires, on n'a pas le temps. Bah, je voulais simplement vous présenter quand même nos livres, parce qu'on a quand même des livres qui sont chaque année numéro un en France. Donc, c'est des livres qui sont numéro un des ventes. Vous avez la Bible du concours Access qui est déjà sur les étagères aujourd'hui, dans toutes vos bonnes librairies, sur Amazon, à la FNAC, partout en France. Et la Bible du concours Sésame qui arrive très, très bientôt. Forcément, le lancement a été retardé, car nos amis du concours Sésame nous ont fait la petite blague de nous annoncer un peu tard les nouvelles épreuves. Et donc, on a dû remanier l'ouvrage de sorte justement que l'on puisse essayer d'avoir un ouvrage qui est parfaitement mis à jour. Et donc, ce livre sort dans 2-3 semaines. Hein, il sera très bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, ce sont des ouvrages qu'on a cœur à éditer chaque année et qui montrent aussi l'expertise de nos professeurs dans ces concours-là, car nous sommes de très fins connaisseurs de ces épreuves. Et je pense que c'est important de vous dire que ça, c'est ce qu'on fait dans le commerce, mais on fait encore mieux à la prépa hors l'homme. Et c'est vrai qu'à la prépa hors l'homme, on a cette ambition de faire de vous des champions. Et souvent, quand on nous pose la question, voyez-vous, à Orlom, mais pourquoi faire une prépa? Parce que c'est là, c'est une question qui peut être posée à un moment donné. Parce que vous savez, le concours Sésame, le concours Accès a plutôt intérêt à dire à ses candidats, à dire, vous savez, il n'y a pas d'obligation de faire une prépa, ce n'est pas forcément recommandé. Naturellement, ils le disent parce qu'ils veulent mettre tout le monde sur un pied d'égalité. La réalité, c'est que c'est très concurrentiel. On passe un concours. Alors naturellement, si vous voulez intégrer une école lambda, n'importe quelle école, vous n'aurez pas d'obligation à un moment donné de faire une prépa. Mais si vous visez une top 5, une top 3, une top 4, là où ça devient très concurrentiel, ça veut dire que vous avez 10, 11 000 candidats avec seulement 400, 500 places à l'ESSEC, 900 places à la Normandie, 400 places là-bas, 200 places là-bas. Bah forcément, il va falloir être meilleur et faire partie des 10, 20, 30% meilleurs candidats du concours Sésame. Mais c'est là que Orlom intervient. C'est là qu'à Orlom, nous sommes très forts. C'est que nous sommes capables de vous faire intégrer les toutes meilleures écoles de commerce en France. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais chaque année, nous avons des chiffres tout à fait
incroyable en termes d'admission. Plus de 300 étudiants ont intégré l'IESEG cette année en passant par Orlum. Faites un test, hein, si vous allez aujourd'hui à l'IESEG et vous demandez à un élève sur deux ou sur trois qu'est-ce que tu as fait comme prépa, ils vont tous vous dire Orlum. C'est une fierté que l'on a. Au Bibi de l'ESSEC, on a également plus d'une centaine d'étudiants admis, mais plus de 200 ont été admis pour être précis, mais certains ont choisi aussi à un moment donné l'IESEG, donc ça a fait un peu moins d'élèves présents à l'ESSEC, parce qu'il y a une petite guerre quand même entre l'ESSEC de Sésame et l'IESEG d'Access. Et c'est vrai que ces résultats, on en est très fiers. On est très fiers parce qu'à un moment donné, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour nos élèves. Parce que vous savez, à Orlum, ce n'est pas juste un stage. Hein. Ce n'est pas juste on vient du lundi au samedi, on suit des cours de 9h à 18h, on fait des concours blancs et merci, au revoir, et on vous dit bonne chance. Pas du tout. Dès l'inscription, vous avez accès à l'intranet avec des dizaines et des centaines de pages de contenu, des entraînements, vous avez du cours, vous avez également beaucoup d'accompagnement qui se fait par nos groupes d'échange WhatsApp à l'issue de la première semaine de stage que vous allez faire. Et après, vous avez bien sûr toute la partie qui touche aux oraux, où là, on va vous accompagner naturellement aux épreuves orales, car il y a fort à parier qu'après les écrits que vous allez travailler à Orlum, que vous serez déclaré admissible pour passer vos fameuses épreuves orales. Et donc, nous avons bien entendu un stage que Access, en présentiel ou à distance. On a un stage que Sésame, pareil, en présentiel ou à distance, car nous sommes sur Paris, dans nos différents campus. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, même si je ne vous cache pas qu'on a quand même chaque année plus de 500 étudiants qui viennent de province. Hein. Donc, ils viennent de loin, hein. Ils viennent de Toulouse, de Marseille. On a même des élèves qui viennent de très loin. On a des élèves qui viennent du Canada, de Dubaï, de La Réunion, de Tokyo. Il y en a un l'année dernière qui est venu de Tokyo. Donc, à un moment donné, bon, voilà, c'est l'occasion aussi de faire un peu, j'imagine, de vacances à Paris. Mais c'est vrai qu'on fait ou en présentiel ou à distance. Et de toute façon, je pense qu'à Tokyo, ça aurait été compliqué pour suivre le stage, hein, avec le décalage horaire. Et là, pour le coup, on a effectivement un stage hybride, Access et Sésame. Naturellement, si vous ne savez pas que choisir entre Access, Sésame, Access, Sésame, téléphonez-nous. Appelez-nous au 01 40 41 12 38. Demandez à parler à Aaron. Vous tapez 1. Hein, on a un serveur vocal. Hein, donc 01 40 41 12 38. Vous tapez 1. Vous allez avoir Aaron, qui est notre responsable ici des stages intensifs à Orlum. Il va vous donner les meilleurs conseils qui soient pour choisir votre stage. Parce qu'on a plein de stages, on a des stages classiques, et on a aussi un stage plus qui marche très bien. Ça, c'est vraiment, ça a été un coup de cœur cette année pour nos élèves. C'est un stage hybride qui est en fait un stage avec le stage en présentiel, la fameuse semaine de stage, les concours blancs, les oraux. Et en plus de ça, on rajoute une formation en continu, à distance, en ligne, sur 2 ou 3 mois. Donc, ça veut dire que quand vous rajoutez ça, avec des cours le samedi et dimanche en visio, plus la semaine de préparation, vous êtes béton armé et généralement, là, vous pouvez vraiment espérer viser les meilleures écoles des concours. Et après, ben, pour ceux qui arrivent un peu tard, on a les stages dernière ligne droite. Mais alors, ce n'est pas que pour ceux qui arrivent tard, c'est aussi pour ceux qui ont fait un premier stage à Toussaint ou à Noël et qui se disent oh là, j'ai oublié, alors qu'on leur avait dit dans les groupes WhatsApp de continuer à réviser, on leur avait dit d'aller sur intranet pour travailler, mais bon, ils ont été un peu fainéants, ou ils ont oublié, ou alors ils ont peur, et ils veulent se rassurer avec un stage qui a lieu généralement 3, 4, 5 jours avant le jour J. C'est vraiment une piqûre de rappel, c'est un gros rappel intensif. Pendant 3 jours, on bachote, on travaille ça dur, on réactive toutes les notions, et on est bon. Donc ça s'adresse bien sûr à celles et ceux qui ont pris un stage classique, hein, voire un stage plus, et ça s'adresse aussi à tous ceux qui voudront faire appel à Orlum plus tard dans l'année. Et enfin, les prépas continues dont je vous parlais, ce sont des prépas en fait qui ont lieu les week-ends à distance. Donc, les prépas continues, c'est naturellement inclus dans le stage plus. Bon, tout ça, ça peut vous paraître on va dire, complexe avec toutes ces formules. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Il y a un classique, un plus, un dernière ligne droite et un continu. Si vous avez des questions, appelez-nous. On se fera un plaisir de vous renseigner. Et d'ailleurs, ceux qui sont à Paris, venez nous voir. On a Suzirama ce week-end. On a le plus grand stand de prépa du salon. On sera beaucoup à vous accueillir. Il y aura des professeurs, il y aura un directeur, il y aura des anciens élèves aussi qui seront là pour vous parler un petit peu de leur expérience. Et on sera très heureux de vous accueillir au sein de ce salon. Et n'oubliez pas aussi qu'on va
travailler avec vous, avec ces webinaires de temps en temps. On va en faire une tonne. Moi, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de travail. Vous savez, gérer plus de 1300 élèves concours Sésame chaque année, c'est beaucoup de travail. Mais, et puis, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses en tant que directeur. Mais bon, on a une équipe dédiée ici. Et pour les webinaires, on en fait peu, mais on les fait bien. Et pour les webinaires, on a un prochain webinaire qui a lieu bientôt, qui a lieu le 23 novembre. Hein, donc, le 23 novembre, si je compte bien, c'est un jeudi. Le jeudi 23 novembre à 18h30, c'est la même heure. Hein, jeudi 23 novembre, 18h30. Et je vous donne en mille le thème qu'on va aborder ensemble. À votre avis, c'est lequel? Bien sûr, les maths. On va travailler les maths avec un éclairage Sésame, un éclairage Access. On va faire des maths pour réussir aussi bien le concours Sésame que le concours Access. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a le droit à des questions ou pas durant ce live? On prend 5 minutes pour les questions, allez. Pas de questions? Oui, ben elles sont où? Sur mon WhatsApp? Alors, est-ce qu'un brouillon est autorisé pendant l'épreuve? La question est oui, vous aurez un nombre de brouillons qui vous sera autorisé, notamment pour l'épreuve de mathématiques, mais pas que. On peut imaginer que ça peut être aussi utile pour un peu de français, pour l'analyse documentaire naturellement. Donc oui, et vous aurez un nombre de feuilles bien limité qui vous sera annoncé, ça change chaque année. Donc soyez attentifs à la communication du concours Sésame. Ils mettront ces informations-là sur les réseaux sociaux, par mail. Mais oui, vous aurez droit à quelques feuilles de brouillon que vous devrez montrer à l'écran à l'écran, que vous devrez montrer à la caméra de votre PC. Alors, les cours du week-end, donc ça, c'est la prépa continue. C'est ce qu'on appelle en fait une prépa qui démarre chez nous au mois de janvier, qui est une prépa qui a lieu tous les week-ends de janvier, février et mars. C'est une prépa avec des cours le samedi ou le dimanche, selon qu'on ait choisi le Sésame ou Access. Les cours durent entre 2 heures et 4 heures chaque jour de week-end, et c'est animé par les professeurs qui font les stages intensifs durant les vacances scolaires. Donc ceux qui sont à distance ou ceux qui veulent avoir une formation en plus du stage qui est fait durant les vacances de Toussaint, Noël ou février pendant une semaine entière, et bien vous pouvez accéder à ces cours qui ont lieu à distance avec une plateforme qui s'appelle Google for Education, qui est une plateforme exceptionnelle pour suivre des cours en ligne. En plus, les sessions sont enregistrées, on peut les revoir en replay. Et donc, ça peut être vraiment une bonne formule pour avoir un accompagnement et être un peu stimulé d'une semaine à l'autre et avoir de l'émulation hein, régulièrement, parce que c'est important aussi de se sentir un petit peu porté, se sentir un petit peu motivé par les professeurs qui vous accompagnent chaque week-end. Et ces sessions sont absolument disponibles en replay, naturellement. Alors, je n'entends pas bien la question. Alors, la prépa, en fait, vous savez, il y a pas de règle, à vrai dire, si la prépa continue est suffisante ou pas. Nous, on sait que les prépas qui fonctionnent le plus à Orlom, qui sont les plus demandés, ce sont ou les stages plus ou les stages classiques. C'est vraiment notre formule la plus demandée. Alors, c'est sûr que pour ceux qui sont en province ou pour ceux qui sont à Paris mais qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est un sacrifice en termes de temps consacré à la préparation. C'est 6 jours à temps plein, de 9 heures à 18 heures. Alors, même si on vous offre des croissants un jour dans la semaine et qu'il y a des bonbons et qu'il y a une bonne ambiance et que c'est très agréable, on peut avoir envie de se dire à un moment donné, est-ce que je veux consacrer une semaine? Moi, si je dois vous conseiller, personnellement, venez suivre la semaine en présentiel ou suivez la semaine entière à distance. La prépa continue, pour moi, c'est plutôt un complément qu'une fin en soi. Maintenant, si c'est que ça, est-ce que ça suffit? Oui, si vous avez déjà une tête bien faite et que vous avez beaucoup de notions en tête, et oui, si vous complétez votre apprentissage avec un ouvrage, avec un suivi aussi avec l'intranet, mais pour moi, c'est beaucoup plus adapté à des étudiants assez autonomes qui sont capables vraiment de se motiver tout seuls. Voilà. Et une dernière question peut-être? Alors, le tarif de la prépa continue, c'est 650 euros. Pour la prépa classique, c'est 1350 euros. Et le stage plus, c'est 1650 euros. Vous verrez d'ailleurs qu'on a même réussi, tout en étant la première prépa de France, à être très compétitif au niveau des prix. Une dernière question peut-être?
Alors, la date du cours de maths, c'est 23 novembre. On me demande le matériel informatique. Ça, vous verrez que le concours Sésame, je leur laisse la tannée de vous expliquer le matériel. Là, c'est leur problème. Hein. C'est pas à moi de vous dire tout ça. J'aurais bien. Non, mais je rigole. Et vous avez le droit, bien sûr, à un Mac ou un PC. C'est un PC, tout simplement. Et vous serez très accompagné, naturellement, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de tablette, naturellement, hein, pas d'iPad, pas de tout ça. Vous aurez plein de mails. Et puis, de toute façon, nous, on vous envoie des mails. Hein. Si vous êtes inscrit à ce webinaire et que vous avez coché la case comme quoi vous nous autorisez à un moment donné à vous envoyer des mails, on sera très heureux de vous envoyer des mails régulièrement pour vous tenir informé des différentes avancées du concours. Euh, et voilà. Alors après, on me pose encore une question. On me demande est-ce que une semaine de stage suffit pour réussir les concours? Moi, je pense que oui. Je pense que lorsque l'on est à un moment donné ou décidé à faire du Sésame ou du Access, une seule semaine suffit. Maintenant, si vous ne savez pas entre Access et Sésame ou si vous voulez passer les deux, moi, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que ça va vraiment dépendre aussi de votre temps et de votre budget, naturellement. Parce qu'il y a le stage hybride Access Sésame qui est génial. D'ailleurs, c'est notre best-seller. Hein. Mais on va avoir naturellement une question à se poser, c'est est-ce que je fais autant de choses dans un stage Access Sésame sur une semaine que ce que je ferais si je fais que Sésame ou si je fais que Access? La réponse est pleine de bon sens. Il n'y a que 40 heures dans une semaine. Hein. Donc, à un moment donné, 40 heures du lundi au vendredi, plus après les concours blancs, ça fait 46 heures. Mais regardez, forcément, si on fait les deux concours Access Sésame, forcément, on va avoir moins de temps au niveau de l'entraînement. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui font ce stage-là pour que ça se passe très bien. Donc, généralement, quand on est vraiment aussi attaché à Sésame qu'à Access, l'idéal, c'est de faire d'abord un stage Sésame, puis après un stage Access, ou un stage Access, puis un stage Sésame. Et là, c'est l'idéal. Mais encore une fois, c'est délicat parce que c'est 2 semaines de temps à consacrer dans sa préparation et un budget forcément qui va être plus important, même si on a des réductions que je vous conseille de demander par mail, évidemment, pour ceux qui prennent 2 stages. Mais l'idée, c'est que si vous voulez vraiment être sûr de vous et assurer le coup, prenez 2 stages. Au moins, vous serez parfaitement préparé, vous aurez fait 2 semaines et surtout, vous aurez mis du temps et l'énergie qu'il faut pour y arriver. Je crois qu'on a terminé. Donc, une dernière question après, on a fini. Est-ce qu'on peut se former seul avec les annales? Alors ça, c'est une question naturellement qui revient chaque année. Et la question la réponse est très simple. Vous savez que quand vous êtes aujourd'hui dans une prépa HEC, dans une maths sup, vous avez tous les élèves qui font des prépas à côté parce que à un moment donné, si tout le monde travaille sur des annales de la même façon, comment vous allez sortir du lot? Comment vous allez être meilleur que les autres? Parce que c'est là que, c'est là que vient le succès d'Orlov aujourd'hui. C'est que nous, on n'apporte pas uniquement un plus en termes de méthode, un plus en termes d'astuces, un plus en termes de savoir-faire. Euh, on apporte beaucoup, beaucoup de confiance, beaucoup d'encadrement, beaucoup de stimulation et d'accompagnement, qui soit fait aussi bien au moment de l'inscription avec l'intranet qui est à disposition, que durant la semaine de stage, bien sûr, qui sont des moments de grande fraternité entre nos élèves. Il y a une émulation qui se met en place. Les élèves se soutiennent, il y a des amitiés qui se créent durant ces stages aussi. Et donc, vous allez avoir des élèves qui vont même se retrouver le samedi, le dimanche, le vendredi soir, à la bibliothèque, chez eux, à la maison. Ils vont travailler des concours ensemble. Donc, la prépa, c'est pas que du savoir. Bien entendu qu'on apporte plus de savoir que les annales, c'est évident. On vous apporte des méthodes, on vous apporte des techniques tout à fait inédites que seuls nous avons pu développer. Mais il y a aussi une ambiance, il y a un cadre, il y a une émulation, une stimulation. On a envie de se battre ensemble, on a envie de réussir ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait génial quand on fait une prépa comme Orlov. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Plus vous allez aimer, plus on va avoir envie d'en faire, naturellement. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bravo à toutes et à tous d'avoir assisté à ce live. Hein. On est tout dans l'année, on est en début novembre, hein. On a encore le temps de se préparer. Et n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez des questions. On sera heureux de pouvoir vous renseigner. Passez une très très bonne soirée.